Parc national de Grand Téton, juin 2021. Un jeune randonneur part seul dans la nature et ne sera jamais revu. Ce qui commence comme une paisible excursion en solitaire se transforme rapidement en un mystère national. Des équipes de recherche ratissent dans ce paysage accidenté par voie terrestre et aérienne. Les jours deviennent des semaines, des indices apparaissent puis disparaissent. Mais ce qui suit dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. C'est l'histoire de Kian McLachlan, un cas qui continue de laisser même les experts perplexes. Comment est-ce possible? Ce mardi matin du 8 juin 2021, Kian semblait particulièrement de bonne humeur. Les amis qui ont reçu ces messages n'ont rien remarqué d'inhabituel. Juste la chaleur et l'humour typiques auxquels ils étaient habitués. Lorsqu'il a tenté d'appeler sa mère Graine en Irlande en visioconférence, c'était encore un signe de leur lien fort, malgré l'océan qui les séparait. Kian n'était pas un simple touriste de passage dans le Wyoming. Ce jeune homme charismatique, avec ses cheveux bruns jusqu'aux épaules et son accent irlandais contagieux, avait fait de Jackson sa maison depuis 2 ans. Mesurant environ 1,83 m, au physique athlétique, il vivait le rêve qui attire tant de gens vers l'Ouest américain. Moniteur de snowboard l'hiver, barman l'été, entouré de certains des paysages les plus spectaculaires de la planète. Ceux qui connaissaient Kian le décrivaient comme magnétique. Son meilleur ami, Max Newman, dira plus tard: quiconque connaît Kian l'aime. Il avait une énergie unique et sincère. Il est un peu une légende locale. Fils unique originaire du sud de Dublin, Kian avait fréquenté New Park Comprehensive avant de suivre brièvement des études à l'Institut de technologie de Dublin. Mais son cœur avait toujours été tourné vers l'Amérique, vers l'aventure, vers les montagnes qui semblaient appeler quelque chose de profond en lui. Mais quelque chose allait terriblement mal tourner, quelque chose qui transformerait une simple randonnée en une énigme qui hante encore aujourd'hui les terres sauvages du Téton. À exactement 14h15, le 8 juin, les caméras de surveillance ont capté le véhicule de Kian entrant dans le parc national de Grand Téton par le poste d'entrée de Moose. La vidéo le montre vêtu d'un t-shirt blanc à manches courtes et de sa distinctive Apple Watch rouge. Des détails qui deviendront cruciaux pour l'enquête. Mais où allait-il? L'analyse de ces données numériques révélera plus tard que Kian avait effectué des recherches en ligne sur Delta Lake peu avant sa randonnée. Delta Lake se niche en hauteur dans les Tétons, accessible par le difficile sentier de Lupin Meadows. Un itinéraire exigeant, même pour les randonneurs expérimentés. Ce réseau de sentiers mène vers certains des terrains les plus impressionnants et dangereux du parc. Garnet Canyon, Surprise Lake, Amphitheater Lakes et Delta Lake. Ce ne sont pas des promenades tranquilles. Ce sont des routes de haute montagne, techniques, où une seule erreur peut être fatale. Ce qui rend le choix de Kian encore plus étrange, c'est ce qu'il n'a pas emporté. Contrairement à la majorité des randonneurs empruntant ces sentiers exigeants, il avait un équipement minimal. Une seule bouteille d'eau, aucun sac à dos, aucun équipement de secours. Il portait un short, ce t-shirt blanc, un bob et des lunettes de soleil rondes à monture dorée. Sur son avant-bras gauche, un tatouage bien visible permettait de l'identifier facilement. Vers 15h30, l'iPhone de Kian a émis son dernier signal sur Teton Park Road. Ce seul et unique ping sera la dernière trace confirmée de sa présence. Un fantôme numérique marquant le moment exact où un jeune homme, bien vivant, s'est engagé dans l'inconnu. Le terrain qu'il entrait est impitoyable. L'arrière-pays du Grand Téton ne pardonne pas les erreurs. Le temps peut changer en quelques minutes, transformant un ciel bleu en tempête mortelle. Les chutes de pierres y sont fréquentes. Les traversées de rivières peuvent devenir torrentielles. Même des alpinistes expérimentés, bien équipés, y ont perdu la vie. Et pourtant, malgré 2 années passées dans le Wyoming et une bonne connaissance de la randonnée, Kian s'était aventuré là avec un équipement plus adapté à une balade que pour une expédition sérieuse en montagne. Qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre cette décision? Était-ce une confiance excessive née de sa familiarité avec les lieux, ou autre chose l'avait-il influencé ce jour-là? Alors que le soleil déclinait derrière les sommets imposants, Kian McLachlan s'enfonçait toujours plus profondément dans une nature sauvage qui allait bientôt l'engloutir tout entier. Le jeudi 10 juin aurait dû être un jour de travail comme les autres pour Kian. Son employeur à Jackson s'attendait à le voir à son poste, mais il ne s'est jamais présenté.
Pour quelqu'un connu pour sa fiabilité et sa gentillesse, cette absence était très inhabituelle. Ses amis ont tenté de l'appeler, sans réponse. Les messages restaient sans lecture. Les heures passèrent, puis un jour entier. L'inquiétude grandissait. Le samedi soir 12 juin, cette inquiétude s'était transformée en une peur bien réelle. Quelqu'un a contacté les autorités pour signaler la disparition de Kian. Le dimanche matin 13 juin apporta la première avancée majeure dans ce qui devenait désormais une opération de recherche et de sauvetage. Le personnel du parc, en inspectant les parkings au départ de Sentier, retrouva le véhicule de Kian stationné à Lupin Meadows, exactement là où quelqu'un se garerait pour accéder au sentier menant à Garnet Canyon et Delta Lake. Cette découverte glaça le sang de l'équipe de recherche. La voiture était là depuis 5 jours. 5 jours de météo de montagne éprouvante. 5 nuits de température potentiellement mortelle pour un randonneur non préparé. 5 jours pendant lesquels la vie d'un jeune homme était peut-être suspendue quelque part dans cet immense désert. Immédiatement, le parc national de Grand Teton lance une vaste opération de recherche. Ce n'était pas une simple patrouille, mais un effort total mobilisant plus de 60 membres du personnel du parc, des équipes héliportées, des unités cynophiles, ainsi que les spécialistes du Teton County Search and Rescue. Ils utilisèrent des technologies d'imagerie thermique, des reconnaissances aériennes et certains des meilleurs sauveteurs en milieu sauvage du pays. La recherche se concentra sur les zones les plus probables, les itinéraires classiques depuis Lupin Meadows. Les équipes ratissèrent Garnet Canyon, Surprise Lake, Amphitheater Lakes et Delta Lake. Elles cherchaient avec l'urgence désespérée de ceux qui savent que chaque heure compte, qu'une vie humaine peut encore s'accrocher quelque part dans ce labyrinthe de rochers et de forêts. Mais la montagne gardait son secret. Jour après jour, les équipes revenaient bredouilles. Aucun équipement, aucune trace, aucun signe que Kian McLachlan ait jamais mis le pied dans ces montagnes. Comme s'il s'était simplement évaporé dans l'air mince des hauteurs. L'impact psychologique sur les sauveteurs était palpable. Le garde forestier C.J. Adams dira plus tard « Chaque jour qui passe, avec les conditions, le reste de la citation semble être interrompu ici. La probabilité de retrouver McLachlan vivant diminuait de jour en jour, et pourtant il continuait, animé par cette incapacité universelle qu'ont les êtres humains à abandonner la vie d'autrui. Puis le 14 juin, vint ce qui sembla être la percée tant espérée. Une habitante locale, Heather Mikowski, 40 ans et familière de la région de Jackson, contacta les autorités avec des informations qui allaient rediriger l'ensemble de l'opération de recherche. Mikowski affirma avoir aperçu Kian le 8 juin, vers 14h30, en train de randonner à environ un demi-mile du point de départ du sentier Lupin Meadows, mais son récit comportait des détails incroyablement précis qui attirèrent immédiatement l'attention des enquêteurs. Selon Mikowski, elle avait même engagé la conversation avec le randonneur disparu. Il lui aurait dit où il travaillait, mentionné qu'il était originaire d'Irlande et révélé qu'il vivait actuellement à Jackson. Plus critique encore, elle affirma qu'il lui avait décrit sa destination. Il se dirigeait vers le sud, vers Taggart Lake, où il prévoyait de sauter de son rocher préféré dans l'eau. Le niveau de détail était remarquable. Mikowski décrivit un homme correspondant parfaitement à la description physique de Kian. Les cheveux mi-longs, les lunettes rondes, le t-shirt blanc, le short et le chapeau. Elle mentionna même avoir vu des tatouages sur ses bras et remarqua qu'il portait une bouteille d'eau. Cette information changea complètement la stratégie de recherche. Les équipes, qui se concentraient sur Garnet Canyon et Delta Lake, se tournèrent soudain vers les environs de Taggart Lake et Bradley Lake. Des centaines d'heures de recherche furent réorientées sur la base des indications de Mikowski. La tragédie, c'est que cet espoir renaissant redonna à la famille de Kian, et notamment à sa mère Gren, qui suivait les opérations depuis l'Irlande, la sensation que la possibilité d'un dénouement positif était à portée de main. Pourtant, quelque chose dérangeait les enquêteurs. La conversation décrite par Mikowski semblait étonnamment détaillée pour une rencontre fortuite sur un sentier. Pourquoi un randonneur confierait-il autant d'informations personnelles à une parfaite inconnue? Et pourquoi mentionnerait-il précisément son rocher favori à Taggart Lake? Les investigations complémentaires révélèrent bientôt des incohérences. Lors des fouilles approfondies autour de Taggart Lake et de Bradley Lake,
Les équipes ne trouvèrent aucune trace de Kian, aucun indice qu'il ait jamais mis le pied dans cette zone. La nature restait vierge, sans empreinte humaine récente. Parallèlement, d'autres signalements potentiels affluèrent, mais provenant de zones complètement différentes. Un guide d'escalade local raconta avoir croisé, vers 15h45 le 8 juin, une personne correspondant à la description de Kian sur le sentier de Garnet Canyon, soit plusieurs heures après l'heure et dans un lieu différent de ceux avancés par Mikowski. Le décalage dans la chronologie et la géographie ne collaient pas. Peu à peu, les enquêteurs en vinrent à suspecter que le récit de Heather Mikowski n'était pas la percée attendue, mais une dangereuse diversion. Le dénouement de l'histoire de Mikowski s'avéra aussi dramatique que l'espoir qu'elle avait fait naître. Les témoins interrogés révélèrent que Heather Mikowski n'avait jamais vu quiconque ressemblant à Kian McLachlan le 8 juin 2021. Elle avait entièrement inventé la rencontre, la conversation et tous les détails sur sa destination. Mais pourquoi fomenter un mensonge aussi élaboré au beau milieu d'une opération de recherche désespérée? Selon ces mêmes témoins, Mikowski avait orchestré cette fausse localisation pour que les recherches ne soient pas réduites. Dans sa logique tordue, fournir des informations concrètes empêcherait les autorités de lever le pied sur l'opération. Les conséquences de sa supercherie furent catastrophiques. Les enquêteurs fédéraux estimèrent que ce faux signalement avait engendré environ 532 heures de recherche perdues. Des heures durant lesquelles des hélicoptères, des équipes cynophiles et du personnel hautement qualifié fouillaient de mauvaises zones, tandis que Kian McLachlan demeurait introuvable ailleurs. Le coût pour les contribuables fut tout aussi vertigineux, près de 17 600 $ de ressources fédérales gaspillées. Mais le véritable coût dépasse largement l'argent. Ces 532 heures représentaient un temps précieux qui aurait pu être consacré aux secteurs les plus prometteurs pour retrouver Kian vivant. Or, dans ce type d'opération, chaque minute compte. Et Heather Mikowski avait volé des centaines de précieuses minutes. Confronté aux preuves, Mikowski s'effondra et accepta finalement un accord de poursuite différé. Interdiction d'accès au parc national de Grand Teton pendant 5 ans et versement de 17 600 $ en restitution au Trésor américain. Pour la mère de Kian, Gren, apprendre cette tromperie fut un coup dévastateur, ajoutant une couche supplémentaire d'angoisse à une situation déjà insupportable. C'est extrêmement bouleversant, confia-t-elle aux journalistes. Savoir que des heures cruciales de recherche avaient été gaspillées, à poursuivre un mensonge lui ajoutait une douleur indicible. Peut-être l'aspect le plus déchirant de la tromperie de Mikowski fut-il l'espoir illusoire qu'elle avait offert pendant plusieurs jours. Les proches de Kian croyaient enfin détenir des informations tangibles sur sa localisation, se raccrochaient à l'idée qu'il se rendait à un endroit précis pour un motif précis, pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'un mensonge. Ce dévoilement souleva une autre question inquiétante. Si Mikowski avait ressenti le besoin d'inventer une observation pour maintenir les recherches actives, y avait-il déjà eu des discussions sur la réduction des opérations? Combien d'autres enquêtes ont été compliquées par des individus bien intentionnés, mais mal avisés? Une fois le faux rapport écarté, les enquêteurs durent revenir aux éléments tangibles. Tous les signalements crédibles de Kian McLachlan concernaient le réseau de sentiers menant à Garnet Canyon, Surprise Lake, Amphitheater Lakes et Delta Lake. La localisation la plus fiable provenait du guide d'escalade local. Il avait déclaré avoir aperçu un homme seul, aux cheveux mi-longs. La recherche reprit avec une intensité renouvelée dans les zones appropriées. Les équipes s'enfoncèrent dans les canyons escarpés, utilisèrent du matériel spécialisé pour fouiller les champs de débris rocheux et déployèrent des technologies d'imagerie thermique avancées pour scruter des secteurs invisibles à l'œil nu. Le caractère dangereux du terrain signifiait que les sauveteurs eux-mêmes couraient des risques considérables. Un rappel saisissant des conditions qu'aurait affronté Kian. Malgré le revers dévastateur causé par la fausse piste, Gren McLachlan fit preuve d'une force et d'une détermination remarquables. Elle revint plusieurs fois dans le Wyoming pour participer personnellement aux recherches, empruntant les mêmes sentiers que son fils avait prévus, interrogeant d'autres randonneurs et alpinistes et distribuant des affiches de personnes disparues, actualisées. Nous espérons recentrer l'attention sur les secteurs plus élevés de la montagne, expliqua-t-elle aux journalistes. Sa résilience face à une incertitude inimaginable devint le moteur des opérations de recherche.
La traque des effets personnels de Kian prit une importance égale. Les Rangers distribuèrent des avis demandant aux utilisateurs de l'arrière-pays de signaler toute montre, Apple Watch rouge, tout iPhone 12 mini rouge, tout lunettes de soleil à monture filigranée dorée, tout pendentif argenté en U et tout t-shirt blanc retrouvé. Ces objets, s'ils étaient découverts, pouvaient nous fournir la percée tant attendue. Pourtant, à mesure que les mois s'écoulaient, la réalité impitoyable s'imposait. La nature sauvage qui avait attiré Kian McLachlan dans le Wyoming l'avait aussi réclamée, ne laissant derrière elle que des questions et l'amour indéfectible d'une famille refusant d'abandonner l'espoir. Plus de 3 ans après sa disparition, l'énigme de sa marche dans le parc national de Grand-Téton demeure l'une des affaires non résolues les plus troublantes des contrées américaines. Son dossier reste ouvert. Les rangers maintiennent des lignes de signalement et encouragent les randonneurs à rester vigilants pour tout indice de sa présence. Plusieurs théories ont émergé au sein du public et des enquêteurs quant à ce qui a pu arriver à Kian cet après-midi de juin 2021. La théorie de l'accident. C'est l'explication la plus largement admise parmi les professionnels du secours, compte tenu de l'équipement minimal de Kian et de la difficulté du terrain autour de Delta Lake. Beaucoup estiment qu'il a pu faire une chute, mal traverser un torrent ou succomber aux intempéries soudaines. L'absence de toute trace laisse penser que son corps pourrait se trouver dans une zone trop dangereuse ou inaccessible pour les secouristes. La théorie de la désorientation. Certains supposent que Kian s'est perdu ou désorienté, peut-être à cause de l'altitude, de la déshydratation ou de la panique. Dans ce scénario, il aurait pu s'éloigner considérablement des sentiers balisés, devenant ainsi quasiment introuvable. Les alpinistes expérimentés savent à quel point un paysage familier peut se transformer en labyrinthe lorsque la peur et l'épuisement s'installent. La théorie de la faune. Bien que moins évoquée publiquement par respect pour la famille, quelques experts de l'arrière-pays admettent en privé qu'une rencontre avec un ours noir ou un grizzly pourrait expliquer à la fois sa disparition et l'absence de restes récupérables. Les attaques sont rares, mais pas impossibles dans le Grand Téton. Pour Gren McLachlan, ces théories importent moins que la poursuite inlassable de réponses. Nous savons qu'il a disparu en montagne, qu'un événement tragique s'est produit, dit-elle avec la dignité silencieuse d'une mère ayant accepté le pire sans jamais renoncer à l'espoir. L'impact de la supercherie de Heather Mikowski résonne toujours dans ce dossier. Son mensonge n'a pas seulement dilapidé d'importantes ressources de recherche, il a aussi montré combien les informations erronées peuvent faire dérailler une enquête. C'est un rappel brutal qu'en situation de crise, les bonnes intentions ne remplacent pas la vérité. Peut-être plus tragique encore, la disparition de Kian McLachlan symbolise la perte d'une vie pleine de promesses et de potentiel. Ses amis gardent le souvenir de son énergie communicative, de son amour de l'aventure et de sa capacité à faire sentir à chacun qu'il était spécial. Les montagnes qui avaient appelé son esprit aventurier sont finalement devenues son ultime demeure. La nature du Grand Téton garde jalousement ses secrets. Quelque part parmi ses pics vertigineux et ses vallées dissimulées, la vérité sur les dernières heures de Kian McLachlan reste enfouie. Sa montre Apple Watch rouge pourrait encore capter les rayons du soleil sur une crête isolée, son iPhone reposé sous des années de neige et d'éboulis, ses lunettes de filigrane dorée peut-être au fond d'un lit de torrent que jamais un œil humain ne verra. Mais tant que les montagnes demeureront muettes, la mémoire de Kian McLachlan vivra dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Son histoire célèbre l'esprit d'aventure qui attire les hommes vers la nature sauvage et rappelle de manière poignante le respect absolu qu'exigent ces lieux. La recherche continue, l'espoir perdure, et quelque part, au fin fond du parc national de Grand Téton, le mystère de ce qui est arrivé à ce jeune Irlandais un après-midi de juin 2021 attend toujours d'être élucidé.